Alors pour commencer, donc Rémi Madinier va nous parler de l'itinéraire mémoriel d'un impensable collectif. Alors Rémi Madinier ne se présente presque plus, j'imagine, pour vous. Chercheur au CNRS, directeur adjoint du CAS, spécialiste de l'Indonésie sur laquelle il travaille depuis déjà un long moment. Il a beaucoup travaillé sur l'islam radical en Indonésie et plus généralement sur l'histoire politique et sociale de l'Indonésie depuis l'indépendance. Et là, aujourd'hui, il va s'interroger sur le traitement des événements de 1965 par la sphère politique et des institutions indonésiennes. Merci Mathieu. Alors cette question de la mémoire de 65, elle apparaît lorsque on regarde l'Indonésie contemporaine, on regarde ce pays qui, il faut le dire, est un des pays démocratiquement le plus avancé en Asie du Sud-Est. C'est sans doute le pays qui remplit le plus de conditions en termes de liberté d'élection, de liberté d'expression, de presse, au sein de cet ensemble de l'Asie du Sud-Est. C'est un pays qui, je dirais, a réussi son printemps arabe, entre guillemets, et qui, malgré cela, reste complètement embourbé dans cette question de la mémoire. Et il s'agit d'une constante, comme le montre la déception qu'ont pu éprouver un certain nombre de militants vis-à-vis du président Jokowi, grand démocrate, ce dont personne ne doute, mais qui n'est pas parvenu, bien que cela figura dans son programme officiel lorsqu'il a été élu en 2014, à mettre ce sujet de la réconciliation sur la table et notamment à présenter au nom de la nation indonésienne des excuses aux victimes de 1965 lors du cinquantenaire du déclenchement de ces massacres. En témoignent également les très vives réactions de la classe politique, je pense en particulier au vice-président, au procureur général et à d'autres responsables politiques, à l'égard du tribunal populaire international populaire de La Haye, dont nous parlera Saxia Viringra tout à l'heure, qui s'est fait littéralement agonir d'injures. Le PKS, le parti islamiste, a même proposé qu'on juge les traîtres à la nation qui en avaient fait partie. Il a été moqué, des arguments absolument ridicules sur le thème, mais il faudra d'abord juger les Hollandais pour ce qu'ils ont fait en Indonésie avant de pouvoir juger ce qui s'est passé en 1965 quand il était avancé jusqu'au plus haut niveau de l'État. Derrière cette incapacité à réécrire ce qui est d'abord le récit fondateur de l'ordre nouveau, c'est-à-dire cette mémoire officielle des événements 65, en fait, on lit aussi le caractère inabouti de la réformatie qui n'est pas une révolution, et qui est toujours empêtrée au niveau de la sociologie politique, au niveau peut-être moins de l'idéologie, mais au moins au niveau de cette mémoire, dans l'encombrant héritage de 30 années de régime autoritaire. Alors, bien sûr, on connaît la permanence des réseaux oligarchiques indonésiens, en grande partie liés à leur nouveau, leur résilience de ces élites inefficaces, corrompues, de ces forces de l'ordre, armée, police et plus encore la justice, qui répugnent à se mettre au service exclusif de la légalité républicaine. Mais c'est en fait toute la classe politique qui est concernée, au premier rang par sa représentation. En Indonésie aujourd'hui, la classe politique est amputée de tout son flanc gauche. Si on veut comparer à la classe politique française, on pourrait dire que ça s'étend du Front National jusqu'à la droite du Parti Socialiste et pas au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gauche en Indonésie ayant pignon sur rue, participant aux élections depuis 1965, ce qui était une trace de cette mémoire. Si on va au-delà de la classe politique, c'est évidemment toute la nation
qui est toute la population qui est victime d'une escroquerie mémorielle, qui désigne encore aujourd'hui les victimes des massacres et leurs familles à la vindicte populaire, même si, je l'expliquerai, des progrès importants ont été apportés, ont été accomplis ces dernières années, et évidemment assure une impunité totale au bourreau de 1965, tout en interdisant un travail de deuil. Près d'un demi-siècle après ces violences, ce déni de mémoire fait encore sentir ses effets délétères, et la presque élection, je dirais, ou du moins le score tout à fait étonnant réalisé par Prabowo Subianto, héritier à plus d'un titre de l'ordre nouveau aux dernières élections, qui a été battu d'assez peu par Jokowi, en est le sombre reflet. Alors, quelles sont les raisons de ce constat un petit peu désolant, de cette incapacité d'une lecture en Indonésie claire et apaisée de cette histoire? En premier lieu, évidemment, il ne faut pas l'oublier, l'impossibilité d'un travail sérieux sur cette question durant plus de 30 ans. Cette difficulté de l'historiographie à se construire tient évidemment d'abord au contrôle de la mémoire et au fait qu'on a empêché les historiens, en particulier indonésiens, de faire leur travail, mais également à la rareté des sources et à leur difficulté d'accès. Alors on a vu, j'y reviendrai rapidement, pour le coup de 30 septembre, que cette difficulté s'explique aussi par les circonstances, je dirais, tortueuses de ces événements qui ont laissé des traces un petit peu fugaces, très contradictoires, même si on commence à avoir une idée assez précise de ce qui s'est passé, mais de manière plus étonnante, et contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres exemples tragiques de massacres, de violences de masse, comme dans le cas notamment du Cambodge, le pouvoir indonésien a laissé assez peu de traces témoignant de son implication réelle dans les massacres. Plus encore, ces quelques traces ont immédiatement été ensevelies sous des tombereaux de mémoire officielle des événements qui ont occupé, saturé cet espace de la mémoire pendant plus de 30 ans. Alors les choses ont commencé à changer un petit peu avant la réformatie, et depuis 1998, de réelles avancées historiographiques ont été faites. S'agissant du coup du 30 septembre, elles ont en gros confirmé les premières analyses, je dirais presque les intuitions à chaud des chercheurs étrangers qui s'étaient penchés sur la question, mis à bas la version officielle de l'ordre nouveau ayant justifié les massacres, même si quelques éléments, en particulier l'existence d'un bureau secret au sein du PKI, coordonné par Aydit et un mystérieux personnage du nom de Cham, ont montré qu'il y avait au sein de ce PKI une petite partie des dirigeants qui était au courant et qui a essayé de piloter un petit peu ces officiers sous-carnoïstes de gauche dont on a parlé. Mais évidemment, l'une des raisons de l'effondrement du communisme et de la facilité de la répression a été le fait que les informations n'avaient pas circulé au sein du parti et que celui-ci n'était pas prêt en termes d'organisation, en termes de milice, ne s'était pas du tout préparé à une prise de pouvoir ou même simplement à résister au contre-coup. Donc, pour ce qui est de la question du 30 septembre, la question de la mémoire est donc vraiment obscurcie par son aspect premier, qui est celui d'une mystification fondatrice pour l'ordre nouveau. Le 30 septembre, c'est ce qui justifie l'ordre nouveau et ce qui va le justifier 30 années durant. En 1996, donc 30 années après les faits, alors que
quelques manifestations, vous vous en souvenez peut-être, avaient agité Jakarta, notamment autour de la scission du PDI et du rôle que tenait Megawati, la fille de Sukarno. D'immenses banderoles étaient apparues dans Jakarta qui disaient attention aux dangers communistes latents. Et cette résilience de l'argument anticommuniste a été véritablement au cœur de toute la propagande de l'ordre nouveau durant toutes ces années. La raison première en est que c'est ce qui a justifié l'effroyable répression qui s'est abattue sur le mouvement communiste. La machine de la propagande gouvernementale s'est mise en marche extrêmement rapidement, extrêmement efficacement. Dès le 2 octobre, l'ensemble de la presse de gauche, enfin de la presse qui n'était pas favorable à l'armée, avait été réduite au silence. Et donc, on a eu une interprétation collective, univoque, qui a assailli les consciences des Indonésiens. Ce qui n'était donc en fait, du moins ce qu'on en sait, finalement qu'une cabale mal préparée, un petit peu improvisée, de quelques officiers progressistes ou sukarnoïstes de gauche, certes plus ou moins encouragés, manipulés par une toute petite cellule au sein du PKI, a été très rapidement transformée en une trahison majeure de l'ensemble de la famille communiste, voire de l'ensemble de la gauche indonésienne, visant à détruire ce que la nation indonésienne avait de plus sacré. Alors cette mémoire s'est construite très rapidement, elle s'est construite dans le récit, elle s'est construite aussi dans les symboles. Je pense ici, comme ça a été assez bien décrit, au monument qui a été instauré sur la tombe du fameux trou au crocodile des généraux assassinés, qui représente, qui symbolise, dont le soubassement à 5 côtés symbolise le Pancasila, donc cette idéologie d'État qui fait l'unité idéologique de la nation. On pense également au fait que le récit de ce putsch, de cette cabale qui visait en fait, on ne l'a pas précisé tout à fait ce matin, mais à reprendre une tradition indonésienne assez bien ancrée qui était celle de l'enlèvement politique. Il faut rappeler que Sukarno et Hatta avaient été enlevés quelques jours avant la proclamation de l'indépendance en août 1945 par ces mouvements de jeunes auxquels, je dirais, l'imaginaire politique indonésien a toujours donné, conféré une valeur intrinsèque, celle de l'élan et de la pureté, et c'est dans cette tradition que s'inscrivaient les auteurs du coup du 30 septembre, à savoir conduire effectivement devant Sukarno toute une partie du haut état-major dont ils savaient qu'il préparait un coup d'État. Chacun évidemment, on l'a bien dit ce matin, se regardant en chien de faïence depuis des années, avec d'un côté la force militaire, de l'autre la force politique grandissante du Parti communiste. Et donc, très rapidement, il s'agit de passer je dirais, de cet épisode finalement qui aurait dû être relativement anodin si les généraux n'étaient pas morts. Hein. Il y avait eu 45, il y a eu d'autres épisodes comme ça, en particulier au début des années 50, il y a eu ensuite le PRRI, à une opportunité qui a été très bien saisie par Sukarno, à laquelle l'armée, par Suharto, pardon, à laquelle l'armée était préparée. Opportunité de faire deux choses. La première, qui était l'objectif immédiat, qui était de finir le travail de Madiun,
qui s'est fait après Madioun, c'est-à-dire de se débarrasser définitivement du mouvement communiste. Et le deuxième objectif, qui est apparu de manière plus tardive et pour laquelle Suharto a joué un rôle extrêmement habile. Suharto, qui avait la réputation d'être un officier un peu borné, un peu stupide, dont personne ne se méfiait. Sukarno n'avait en fait que Dieu pour Nassousion, en qui il voyait son vrai rival, à raison d'ailleurs, au sein de l'armée. Et ce général Suharto a réussi avec, comme l'a dit plus tard l'un des rapports de la CIA qui ont été étudiés depuis qu'ils ont été déclassifiés, à mettre en place une véritable tactique du salami par allusion à la Hongrie de la fin des années 40, à savoir découper par tranches successives à partir du PKI toute la gauche indonésienne pour jusqu'à atteindre le président lui-même. Et donc, l'une des raisons de la vigueur, de l'ampleur de ce récit a été justement de permettre à l'armée, aux proches de Suharto, de lancer une campagne de répression extrêmement féroce qui devait aussi reposer sur le récit de la cruauté des événements du 30 septembre. En particulier, comme l'a bien montré Saksya Vengra, le fait qu'on a, avec ce mythe des femmes du Gerwani qui auraient énucléé et émasculé les corps des généraux assassinés avant qu'on les jette dans la fosse, l'idée qu'on sortait finalement les femmes d'un statut de relative immunité pour les désigner comme cible, et elles l'ont été particulièrement dans les mois qui suivirent. Alors, ce qui est assez paradoxal dans cette mémoire et assez intéressant, il y a évidemment un certain nombre de contradictions. Il y en a une juste très factuelle qui a été assez peu relevée, à part par Ben Anderson, c'est que, en fait, il y en a même deux, ce qui montre un petit peu le caractère à la fois improvisé des deux côtés, le caractère très émotif de ces événements. Le premier, c'est que le coup, en fait, a été sans doute repoussé d'une journée, parce qu'il était mal préparé, et qu'il aurait dû s'appeler, le mouvement du 30 septembre aurait dû s'appeler le mouvement du 1er octobre, puisque c'est le jour où la déclaration de ces putschistes a été faite. Et le deuxième, c'est le nom qu'on a donné assez rapidement, dès le 8 octobre, que le directeur du quotidien de l'armée, Angkatan Bersenjata, a donné au mouvement, Gestapu, pour Gerakan September Tigapulu, qui évidemment était une tentative symbolique d'inverser l'accusation qu'on pouvait porter à l'encontre de l'armée indonésienne, à savoir une accusation de fascisme, et que là on renvoyait par anticipation à l'encontre des communistes, dans un ordre qui n'aurait pas dû être celui-là, et donc ça aurait dû être Gerakan Tigapulu September, ce qui était une appellation plus tardive, et ce qui suggère là sans doute peut-être une influence, comme le note Ben Anderson, une influence de conseillers militaires occidentaux. Donc l'une des contradictions plus globales dans cette affaire, c'est que l'armée et les services secrets de ce qui allait devenir l'ordre nouveau ont à la fois nourri toute l'image de danger qui allait amener à l'éradication du communisme
tout en niant cette éradication. C'est-à-dire que toute la machine de propagande a en gros suggéré, et ça a très bien fonctionné de ce côté-là, que le mouvement communiste devait être éradiqué, que ces gens étaient en gros sortis de ce qui devait être une humanité respectable, qu'ils portaient atteinte au tréfonds de la nation indonésienne, mais dans le même temps, ils ont refusé durablement d'endosser les conséquences de cette propagande et ont nié pendant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pendant des décennies, le fait qu'il y ait eu des massacres. Ils ont simplement reconnu quelques morts de communistes les armes à la main, et le livre blanc qui a été publié à la fin des années 70 a simplement accepter de reconnaître que quelques patriotes particulièrement émotifs avaient sans doute commis des massacres tout à fait ponctuels. Alors j'en viens à ces violences elles-mêmes, à ces violences de masse. Bon, évidemment, se pose la question sur laquelle Alain Reynaud reviendra, qui est celle de la... Renaud, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, qui est celle du génocide. Donc je vais la laisser de côté, et puis j'interviendrai peut-être ensuite dans un second temps. Le point qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment, malgré les progrès de l'historiographie, cette version officielle de l'ordre nouveau, qui comprend à la fois le portrait que l'on a dressé du mouvement communiste et la négation totale des massacres, dont on a vu avec Jean-Louis Margolin un petit peu la diversité des acteurs ce matin, et la diversité des configurations régionales, comment, malgré les progrès historiographiques, cette version a réussi à demeurer. Donc ce renouveau historiographique, il est patent depuis quelques années, avec en particulier une série de travaux indonésiens qui ont donné la parole aux victimes et qui permettent de pallier à l'absence de documents administratifs sur les massacres. Plusieurs ouvrages collectifs en ont repris les grandes lignes. Un projet est actuellement en cours en Australie pour traduire ces ouvrages qui sont souvent en indonésien. Et à côté de ça, il y a eu tout un mouvement associatif qui a essayé de travailler autour du thème de la réconciliation. Les ONG, en effet, impliquées dans ce combat, ont assez vite compris qu'elles devaient avant tout faire admettre la réalité de la souffrance des victimes comme prélude à la reconnaissance des crimes. Et c'est évidemment sans doute la première des réparations qu'on doit aux victimes, avant même le fait de pouvoir éventuellement juger leurs bourreaux, c'est la reconnaissance de leur souffrance qui a largement été niée par la société indonésienne jusqu'à présent. Alors, plusieurs initiatives ont été lancées, en particulier à partir de 1993, une association qui s'appelle ELSAM a lancé des groupes de parole qui ont permis de mettre en particulier d'enregistrer notamment autour de cercles féminins une libéralisation de la parole, en particulier des femmes qui avaient été victimes
violence, de campagnes de viol systématiques. Un secrétariat commun, Sekber 65, Sekber Limapulu, a été fondé en 2005. Une coalition a voulu faire un collectif de justice et de recherche des faits, a voulu faire de l'année 2013 l'année de la recherche de la vérité, bon, etc., etc. Donc de très nombreuses initiatives au niveau associatif, quelques petits efforts au niveau officiel, mais qui se sont vite heurtés à la résistance politique que j'évoquais en introduction. Dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est assez curieusement Habibi, le successeur improbable et réformateur tout aussi improbable, successeur de Suharto, qui finalement a fait avancer le plus rapidement le dossier sous la pression évidemment de fortes contraintes politiques et démocratiques. C'est lui qui a libéré les derniers prisonniers politiques qui avaient été accusés d'être impliqués dans le coup du 30 septembre, qui leur a donné le droit de vote. Son successeur, Abdurrahman Wahid, a fermé les agences gouvernementales, le Bakor Stanas et le Litsus, qui pendant de nombreuses années avaient été en charge de la surveillance et de la répression des familles soupçonnées de sympathie gauchiste. Puisque c'était une des caractéristiques de cette répression, c'est qu'elle s'était étendue non seulement aux personnes impliquées, mais également à leur entourage, en dehors de toute preuve, ou même de toute allégation d'ailleurs d'implication. À titre plus personnel, entre guillemets, Gousdour a également lancé une importante initiative avec le Nadatul Ulama autour d'un travail de repentance, et ça a été le premier travail d'excuse, et quasiment le seul de cette ampleur à ce jour, autour des événements de 65 et évidemment de l'implication. On en a parlé ce matin de Landsor et du Banzer dans ces massacres. Paradoxalement, c'est bien que la réformatie était alors semblait alors solidement implanté, ce mouvement s'est ralenti, c'est un peu disjoint des espoirs militants dans la seconde partie des années 2000. Megawati n'avait pas fait grand-chose, bien qu'ayant été elle-même finalement l'une des victimes indirecte de 1965. Elle a en particulier reculé sur la question des manuels scolaires, qu'elle avait d'abord accepté de faire réviser, et puis un projet qui a été abandonné sous la pression. Susilo Bambang Yudhoyono, lui, a assez largement enterré le dossier au niveau présidentiel, laissant un petit peu la Commission nationale des droits de l'homme, la Comnas-Am, se débattre toute seule avec cette question. Celle-ci, en 2012, lui a rendu un rapport qui demandait au gouvernement de présenter ses excuses aux victimes et de saisir la justice pour les violations massives des droits de l'homme de cette période. Le président a mollement nommé un procureur et tout aussi mollement laissé ce dossier s'enterrer devant les protestations vigoureuses, notamment du Golkar, qui était l'un des partenaires l'une de ses principaux partenaires dans sa coalition présidentielle. Rappelons également que c'est sous les deux mandats de SBY que le procureur général a pu mener très efficacement un combat d'arrière-garde visant à éviter que les nouvelles analyses, en particulier écrites à l'étranger sur ce qui s'était passé en 65-66, ne parviennent aux yeux du public. Et c'est ainsi que le livre de John Roussa, Pretext for Mass Murder, a été
interdit par le procureur général, qui a expliqué doctement qu'il y avait 116 motifs pour interdire ce livre en Indonésie, sans évidemment se garder de préciser quelles étaient dans le détail les oppositions visant à justifier cet interdit. En fait, au niveau politique, seules quelques initiatives locales ont permis un petit peu à la classe politique de ne pas apparaître comme unanime dans ce refus et ce déni de la mémoire, et il faut les saluer. Le maire de Solo, FX Adi Rudiatmo, ou encore celui de Palu, Rusdi Mastura, qui ont accepté d'apporter leur concours officiel en tant que maire à des cérémonies de réconciliation, au cours desquelles ils ont présenté au nom de leur ville, donc au nom d'une communauté, des excuses aux victimes et à leurs familles. Alors, donc on le voit bien, une coalition hétéroclite de magistrats, de barons locaux et d'organisations musulmanes militantes qui dessinent en Indonésie les survivances de l'ordre nouveau, en défendent la mémoire pied à pied et empêchent la naissance d'une nouvelle mémoire respectueuse, elle, de la vérité historique. Cette coalition peut, au premier abord, sembler d'une diversité étonnante, puisqu'on y côtoie un gangstérisme politique avec les Pemuda Pancasila, qui ont été extrêmement bien mis en scène par le premier film de Joshua Oppenheimer, d'anciens voyous, anciens voyous ou actuels voyous, qui se parlent des vertus du Pancasila pour interdire tout travail de mémoire, mais également l'islam radical, qui est actuellement, plus encore d'ailleurs que les Pemuda Pancasila, en termes de capacité d'intervention, la force qui empêche le plus régulièrement, rien que dans l'année écoulée, une vingtaine d'événements liés à 65 ont été empêchés, avec la complicité, du moins la passivité de la police, c'est-à-dire qu'un événement est organisé, une milice, assez souvent le Front Pembela Islam, organise une manifestation menaçante, et la police explique aux organisateurs qu'ils doivent renoncer à leur manifestation parce que ça risque de créer des désordres et que la police ne peut pas les protéger. Alors en fait, pourquoi ce gangstérisme politique et cet islam radical lié par un anticommunisme viscéral? Eh bien tout ça parce que ces courants constituent des sous-produits en quelque sorte de la décomposition de l'ordre nouveau, et que cette décomposition est lente, très lente en Indonésie. En conclusion, je voudrais peut-être quand même dire que essayer d'élargir un petit peu mon propos en disant que cela aussi renvoie à des peurs sociales et politiques plus profondément ancrées dans la nation indonésienne, la crainte d'une influence, d'une ingérence étrangère, présentée, mais peut-être pas complètement d'ailleurs à tort, comme une lointaine réminiscence du passé colonial. Je dis pas complètement à tort, au sens où dans la mémoire indonésienne ça fonctionne, hein. Je ne dis pas que les Hollandais avec le tribunal international populaire de La Haye sont en train d'essayer de revenir en Indonésie, mais en tout cas ça éveille quelque chose dans une partie dans une partie de la nation indonésienne, et surtout et plus encore la crainte d'une remise en cause brutale d'un ordre social qui reste très inégalitaire, et qui est accepté par la crainte du chaos. Cette peur sociale est effectivement, je dirais, inspirée par
par le fait que l'Indonésie, depuis son indépendance, a connu une série d'événements violents et douloureux, liés précisément à ces questions sociales. Il y a eu la fameuse révolution sociale de 1946, il y a eu Madiun en 1948 dont on a parlé, et il faut rappeler que pendant la période révolutionnaire, pendant les 4 années de guerre entre 1945 et 1949, de guerre coloniale qui ont opposé les Indonésiens aux Néerlandais, il y a eu plus de morts faits par les Indonésiens eux-mêmes, c'est-à-dire entre eux, autour de ces affrontements, que de morts liées au combat direct avec l'ancien colonisateur. S'y ajoutent également les troubles de 1957-1958, les rébellions régionalistes qui étaient finalement une sorte de révolution sociale projetée à l'échelle de l'Indonésie, les îles extérieures contre Java, avec une dimension, je dirais, presque de lutte des classes entre les élites, enfin, entre les îles, pardon, avec un rapport dominant-dominé, évidemment 1965 et encore 1998, où et surtout dans les années qui ont suivi, un chaos certain s'est installé en Indonésie. Donc ces craintes montrent finalement la faiblesse d'un pays, enfin, la faiblesse ressentie d'un pays à l'égard à la fois du contrôle de son territoire, de menaces intérieures et extérieures, la faiblesse, l'absence de confiance dans sa capacité à gérer les différents sociaux et politiques dans le calme, et tout ça nourrit finalement une sorte oui, si ce n'est de lâcheté collective, du moins de sentiment de lassitude et de crainte quant au fait de devoir affronter ensemble le passé de cette nation, en particulier évidemment ces événements de 65. Je vous remercie. Merci.